Bonjour à toutes et à tous, nous continuons à lire le livre d'Octave Mirbeau, Le journal d'une femme de chambre. Et aujourd'hui nous passons au chapitre 10, le 3 novembre, si je lis bien parce que c'est très mal écrit là. Rien ne me fait plaisir comme de retrouver dans les journaux le nom d'une personne chez qui j'ai servi. Ce plaisir, je l'ai éprouvé ce matin, plus vif que jamais. En apprenant par le petit journal que Victor Charigot venait de publier un nouveau livre qui a beaucoup de succès et dont tout le monde parle avec admiration. Ce livre s'intitule De 5 à 7 et fait scandale dans le bon sens. C'est dit l'article une suite d'études mondaines, brillantes et sanglantes qui, sous leur légèreté, cachent une philosophie profonde. Oui, compte là-dessus. En même temps que de son talent, on loue fort Victor Charigot de son élégance, de ses relations distinguées, de son salon. Ah, parlons-en de son salon. Durant 8 mois, j'ai été femme de chambre chez les Charigot, et je crois bien que je n'ai jamais rencontré de pareil mufle. Dieu sait pourtant. Tout le monde connaît le nom de Victor Charigot. Il a déjà publié une suite de livres à tapage. Leurs jartelles, comment elles dorment, les bigoudis sentimentaux, colibris et perroquets sont parmi les plus célèbres. C'est un homme d'infiniment d'esprit, un écrivain d'infiniment de talent et dont le malheur a été que le succès lui arrivant trop vite avec la fortune. Ses débuts donnèrent les plus grandes espérances. Chacun a été frappé de ses fortes qualités d'observation et de ses dons puissants de satire, de son implacable et juste ironie qui pénétrait si avant dans le ridicule humain. Un esprit averti et libre pour qui les conventions mondaines n'étaient que mensonges et servilité. Une âme généreuse et clairvoyante qui a, au lieu de se courber sous l'humiliant niveau du préjugé, dirigé bravement ses impulsions vers un idéal social élevé et pur. Du moins, c'est ainsi que me parla de Victor Charigot, un peintre de ses amis, qui était toqué de moi, que j'allais voir quelquefois et de qui je tiens les jugements qui précèdent et les détails qui vont suivre sur la littérature et la vie de cet homme illustre. Parmi les ridicules, si durement flagellés par lui, Charigot avait surtout choisi le ridicule du snobisme. En sa conversation verveuse et nourrie le fait plus encore que dans ses livres. Il a noté le caractère de lâcheté morale, de séchement intellectuel avec une âpre précision dans le pittoresque, une large et rude philosophie et des mots aigus profonds, terribles qui recueillent par les uns, colportés par les autres, se répétaient aux quatre coins de Paris et devenaient en quelque sorte classiques tout de suite. On pourrait faire toute une étonnante psychologie du snobisme avec les impressions, les traits, les profils serrés, les silhouettes étrangement dessinées et vivantes que son originalité renouvelait et prodiguait sans jamais se lasser. Il semble donc que si quelqu'un devait échapper à cette sorte d'influenza morale qui sévit si fort dans les salons, ce fut Victor Charigot, mieux que tout autre préservé de la contagion par cet admirable antiseptique, l'ironie. Mais l'homme n'est que surprise, contradiction et incohérence et folie. À peine eut-il senti passer les premières caresses de succès que le snob qui était en lui, et c'est pour cela qu'il le peignait avec une telle force d'expression, se révéla, explosa, pourrait-on dire, comme un engin qui vient de recevoir la secousse électrique. Il commença par lâcher ses amis devenus encombrants, compromettants, ne gardant que ceux qui, les uns par leur talent, acceptaient les autres par leur situation dans la presse, pouvaient lui être utiles et entretenir de leur persistante réclame sa jeune renommée. En même temps, il fit de la toilette et de la mode une de ses préoccupations les plus acharnées. On le vit avec des redingotes d'un philippisme audacieux, des cols et des cravates d'un 1830 exagéré, des gilets de velours d'un galbe irrésistible, des bijoux affichants et sortis d'étuis en métal, incrustés de pierres trop précieuses, des cigarettes somptueusement roulées dans les papiers d'or. Mais lourd
de membres gauche de geste avec des ammanchures épais et des articulations canailles, il conservait malgré tout l'allure massive des paysans d'Auvergne, ses compatriotes. Trop neuf, dans une trop soudaine élégance où il se sentait dépaysé. Il avait beau s'étudier et étudier les plus parfaits modèles du chic parisien, il ne parvenait pas à acquérir cette aisance, cette ligne souple, fine et droite qu'il enviait avec quelle violente haine aux jeunes élégants des clubs, des courses, des théâtres et des restaurants. Il s'étonna car après tout il n'avait que des fournisseurs de choix, les plus illustres tailleurs, de mémorables chemisiers, et quel bottier. En s'examinant dans la glace, il s'injuriait avec désespoir. J'ai beau sur mes habits multiplier velours, moire et satin, j'ai toujours l'air d'un mufle. Il y a là quelque chose qui n'est pas naturel. Quant à madame Charigot, jusque-là, simple et mise avec un goût discret, elle arbora elle aussi des toilettes éclatantes, fracassantes, des cheveux trop rouges, des bijoux trop gros, des soies trop riches, des airs de reine de lavoir, des majestés d'impératrice de Mardi Gras. On s'en moquait beaucoup, et parfois cruellement. Les camarades, à la fois humiliés et réjouis de tant de luxe et de mauvais goût, se vengeaient en disant plaisamment de ce pauvre Victor Charigot. Vraiment, il n'y a pas de chance pour un ironiste. Grâce à d'heureuses démarches, d'incessantes diplomaties et de plus incessantes platitudes, il fut reçu dans ce qu'ils appelaient eux aussi le vrai monde, chez des banquiers israélites, des ducs de Venezuela, des archiducs en état de vagabondage et chez de très vieilles dames folles de littérature, de proxénétisme et d'académie. Ils ne pensèrent plus qu'à cultiver et à développer ces relations nouvelles, à en conquérir d'autres plus enviables et plus difficiles, d'autres et toujours d'autres. Un jour, pour se dégager d'une invitation qu'il avait maladroitement acceptée chez un ami sans éclat, mais qu'il tenait encore à ménager, Charigot lui écrivit la lettre suivante. Mon cher vieux, nous sommes désolés, excuse-nous de te manquer de parole pour lundi. Mais nous venons de recevoir précisément pour ce jour-là une invitation à dîner chez les Rothschild. C'est la première. Tu comprends que nous ne pouvons pas la refuser. Ce serait un désastre. Heureusement, je connais ton cœur. Loin de nous en vouloir, je suis sûre que tu partageras notre joie et notre fierté. Un autre jour est raconté l'achat qu'il venait de faire d'une villa à Deauville. Je ne sais en vérité pour qui ils nous prenaient ces gens-là. Ils nous prenaient sans doute pour des journalistes, pour des bohèmes, mais je leur ai fait voir que j'avais un notaire. Peu à peu, il élimina tout ce qui lui restait des amis de sa jeunesse, ces amis dont la seule présence chez lui était un constat et désobligeant rappel au passé, à l'aveu de cet art, de cette infériorité sociale, la littérature et le travail. Et il s'ingénia aussi à éteindre les flammes qui parfois s'allumaient en son cerveau, à étouffer définitivement dans le respect de ce maudit esprit dont il s'effrayait de sentir à de certains jours les brusques réviviscences et qui croyait mort à jamais. Puis il ne lui suffit plus d'être reçu chez les autres et voulut à son tour recevoir les autres chez lui. L'inauguration d'un petit hôtel qu'il venait d'acheter dans Auteuil pouvait être le prétexte d'un dîner. J'arrivai dans la maison au moment où les Charigot avaient résolu qu'ils donneraient enfin ce dîner. Non, pas un de ces dîners intimes, gais et s'impose comme ils en avaient l'habitude et qui, durant quelques années, avaient fait leur maison si charmante, mais un dîner vraiment élégant, vraiment solennel, un dîner gardé et glacé, un dîner où serait cérémonieusement prié avec quelques correctes célébrités de la littérature et de l'art, quelques personnalités mondaines, pas trop difficiles, pas trop régulières non plus, mais suffisamment décoratives pour qu'un peu de leur éclat rejaillisse sur eux. Car le difficile, disait Victor Charigot, ce n'est pas de dîner en ville, c'est de donner un dîner chez soi. Après avoir longuement réfléchi à ce projet, Victor Charigot proposa « Eh bien voilà, je crois que nous ne pouvons avoir tout d'abord que des femmes divorcées, avec leurs amants. Il faut bien commencer par quelque chose. »
Il y en a de fort sortables et que les journaux les plus catholiques citent avec admiration. Plus tard, quand nos relations seront devenues plus choisies et plus étendues, eh bien, nous les aimerons les divorcer. C'est juste, approuva Madame Charigot. Pour le moment, l'important est d'avoir ce qu'il y a de mieux dans le divorce. Enfin, on a beau à dire, le divorce, c'est une situation. Il a au moins ce mérite qui supprime l'adultère, ricana Charigot. L'adultère, c'est si vieux jeu. Il n'y a plus que l'ami Bourget pour croire à l'adultère chrétien et au meuble anglais. À quoi Madame Charigot répliqua sur un ton d'agacement nerveux. Que tu es assommant avec tes mots d'esprit et tes méchancetés, tu verras. Tu verras que nous ne pouvons jamais, à cause de cela, nous faire un salon comme il faut. Et elle ajouta, si tu veux devenir vraiment un homme du monde, apprends d'abord à être un imbécile ou à te taire. On fit des filles et refit une liste d'invités qui, après de laborieuses combinaisons, se trouva arrêtée comme suit. La comtesse Fergus divorçait de son ami, l'économiste et député Joseph Brigard. La baronne Henry Gostein divorçait son ami le Théocrampe. La baronne Otto Butzingen et son ami le vicomte Laéré, clubman, sportsman, joueur et tricheur. Madame de Rambure divorçait et son amie, Madame Tiersley, en instance de divorce. Sir Harry Kimberley, musicien, symboliste, fervent pédéraste, et son jeune ami, Lucien Sartoris, beau comme une femme, souple comme un gant de peau de Suède, mince et blond comme un cigare. Les deux académiciens, Joseph Dupont de la Brie, numismate obscène, et Isidore Durand de la Marne, mémorialiste galant dans l'intimité et sinologue sévère à l'Institut. Le portraitiste Jacques Rigaud. Le romancier psychologue Maurice Fernancourt. Le chroniqueur mondain Poul Dessois. Les invitations furent lancées et grâce à d'actives entrémistes, acceptées toutes. Seule la comtesse Fergus hésita. « Les Charigot, dit-elle. Est-ce vraiment une maison convenable? Lui, n'a-t-il pas fait tous les métiers à Montmartre autrefois? Ne raconte-t-on pas qu'il vendait des photographies obscènes pour lesquelles il avait posé avec des avantages en plâtre? Et elle ne courait-il pas des fâcheuses histoires sur son compte? N'a-t-elle pas eu des aventures assez vulgaires avant son mariage? Ne dit-on point qu'elle a été modèle, qu'elle a posé l'ensemble? Quelle horreur! Une femme qui se mettait toute nue devant les hommes, qui n'étaient même pas ses amants. Finalement, elle accepta l'invitation quand on lui eut affirmé que Madame Charigot n'avait posé que la tête, que Charigot, très vindicatif, serait bien capable de la déshonorer dans un de ses livres, et que Kimberley viendrait à ce dîner. Or, du moment que Kimberley avait promis de venir, Kimberley, un si parfait gentleman et si délicat et si charmant, tellement charmant, les Charigot furent mis au courant de ces négociations et de ces scrupules. Loin de s'informaliser, ils se félicitèrent qu'on eût mené à bien les unes et vaincu les autres. Il ne s'agissait plus maintenant que de se surveiller et, comme disait Madame Charigot, de se comporter un véritable gens du monde. Ce dîner si merveilleusement préparé et combiné, si habilement négocié, c'est vraiment leur première manifestation dans le nouvel avatar de leur destinée élégante, de leurs ambitions mondaines. Il fallait donc que ce fût épatant. 8 jours avant, tout était sans dessus-dessous dans la maison. Il fallut en quelque sorte remettre à neuf l'appartement et que rien n'y clochât. On essaya des combinaisons de lumière et des décorations de table afin de ne pas être embarrassé au dernier moment. À ce propos, monsieur et madame Charigot se querellèrent comme des portettos, car elles n'avaient pas les mêmes idées. Et leur esthétique différait sur tous les points. Elle inclina à des arrangements sentimentaux, lui voulant que ce fût sévère et artiste. « C'est idiot !» criait Charigot. « Ils croiront être chez une grisette. Ah, ceux qui vont se payer nos têtes !»« Je te conseille de parler, » répliquait Madame Charigot, arrivée au paroxysme de la nervosité. « Tu es bien resté elle-même qu'autrefois, un sale voyou de brasserie, et puis j'en ai assez, j'en ai plein le dos. » « Eh bien, c'est ça.
Divorçons, mon petit loup, divorçons. Au moins de cette façon, nous compléterons la série et nous ne ferons pas tâche parmi nos invités. On a aperçu aussi que l'argenterie manquait, qui manquait de la vaisselle et des cristaux. Il dut en louer, et louer des chaises également, car il n'en avait que 15, encore étaient-elles dépareillées. Enfin, le menu fut commandé à l'un des grands restaurateurs de boulevard. Que ce soit ultra chic, recommanda Madame Charigot, et qu'on ne reconnaisse rien de ce que l'on servira. Des émincés de crevettes, des côtelettes de foie gras, des gibiers comme des jambons comme des gâteaux, des truffes en mousse et des purées en branches, des cerises carrées et des pêches en spirale, enfin, tout ce qu'il y a de plus chic. Soyez tranquille, affirma le restaurateur. Je sais si bien déguster les choses que je mets au défi quiconque de savoir ce qu'il mange. C'est une spécialité de la maison. Enfin, le grand jour arriva. Monsieur se leva de bonne heure, inquiet, nerveux, agité. Madame, qui n'avait pu dormir de toute la nuit, fatiguée par les courses de la veille, par les préparatifs de toutes sortes, ne tint pas en place. 5 ou 6 fois, le front plissé, haletante, tripédante, et si lasse qu'elle avait, disait-elle, le ventre dans les talons, elle passa la dernière revue de l'hôtel, dérangea et remit sans raison des bibelots et des meubles, alla d'une pièce dans l'autre sans savoir pourquoi et comme si elle eût été folle. Elle tremblait que les cuisiniers ne vinssent pas, que le fleuriste manquât de parole et que les invités ne fussent point placés à table selon la stricte étiquette. Monsieur la suivait partout, vêtue seulement d'un caleçon de soie rose, approuvant ici, critiquant là. J'y pense, disait-il. Quelle drôle d'idée. Tu as eu de commander des centaurées pour la décoration de la table. Je t'assure que le bleu en devient noir à la lumière. Et puis, les centaurées, après tout, ça n'est que des simples bleuets. Nous aurons l'air d'aller cuire des bleuets dans les blés. Oh, des bleuets! Que tu es agaçant! Mais oui, des bleuets! Et les bleuets! Kimberly l'a fort bien dit l'autre soir chez les Rothschild et ça n'est pas une fleur du monde. Pourquoi pas aussi des coquelicots? Laisse-moi tranquille, répondait madame. Tu me fais perdre la tête avec toutes tes observations stupides. C'est bien le moment vrai. Et monsieur s'obstinait. Bon, tu verras. Pourvu, mon Dieu, que tout se passe à peu près bien, sans trop d'accidents, sans trop d'accros. Je ne savais pas que d'être des gens du monde, cela fut une chose si difficile, si fatigante et si compliquée. Peut-être aurions-nous dû rester de simples voyous. Et madame Grancey. Parbleu, je vois bien que cela ne te changera pas. Tu ne fais guère honneur à une femme. Comme il me trouvait jolie et fort élégante à voir, mes maîtres m'avaient distribué aussi un rôle important dans cette comédie. Je devais d'abord présider le vestiaire et ensuite aider ou plutôt surveiller les 4 maîtres d'hôtel, 4 grands lascars à favoris immenses, choisis dans plusieurs bureaux de placement pour servir cet extraordinaire dîner. D'abord tout alla bien, il y eut cependant une alerte. À 9 heures moins un quart, la comtesse Fergus n'était pas encore arrivée. Si elle avait changé d'idée et résolu au dernier moment de ne pas venir? Quelle humiliation, quel désastre! Les Charigot faisaient des têtes consternées. Joseph Brigard les rassura. C'était le jour où la comtesse présidait son œuvre admirable des bouts de cigare pour les armées de terre et de mer. Les séances parfois finissaient très tard. Quelle femme charmante, s'extasiait madame Charigot, comme si cette éloge eût le pouvoir magique d'accélérer la venue de cette sale comtesse que, dans le fond de son âme, elle maudissait. Et quel cerveau! Surenchérissait Charigot, en proie au même sentiment. L'autre jour, chez les Rothschild, j'ai eu cette sensation qu'il fallait remonter au siècle dernier pour retrouver une si parfaite grâce et une telle supériorité. Et encore, surabondait Joseph Brigard. Voyez-vous, mon cher monsieur Charigot, dans les sociétés égalitaires et démocratiques, il allait débiter un de ces discours mi-galants, mi-sociologiques qu'il aimait à colporter de salon en salon. Lorsque la comtesse Fergus entra, imposante, majestueuse, dans une toilette noire brodée de jaillis,
et d'acier qui faisait valoir la blancheur grasse et la molle beauté de ses épaules. Et ce fut dans un murmure, dans un chuchotement d'admiration que l'on gagna cérémonieusement la salle à manger. Le commencement du dîner fut assez froid. Malgré son succès, peut-être même à cause de son succès, la comtesse Fergus se montra un peu hautaine, du moins trop réservée. Il semblait qu'elle affectât d'avoir condescendu jusqu'à honorer de sa présence d'humble maison de ses petits gens. Charigot crut remarquer qu'elle examinait avec une moue discrètement mais visiblement méprisante l'argenterie louée, la décoration de la table, la toilette verte de madame Charigot, les 4 maîtres d'hôtel, dont les favoris, trop longs, trempaient dans les plats. Il en conçut de vagues terreurs et des doutes angoissants sur la bonne tenue de sa table et de sa femme. Ce fut une minute horrible. Après quelques répliques banales et pénibles échangées à propos de futile actualité, la conversation se généralisa. Peu à peu et finalement s'établit sur ce que doit être la correction dans la vie mondaine. Tous ces pauvres diables et diablesses, tous ces pauvres bougres et bougresses, oubliant leur propre irrégularité sociale, se montrèrent d'une sévérité étrangement implacable envers les personnes chez qui il était permis de soupçonner non pas même des tares ou des tâches, mais seulement un manquement ancien à la soumission, au respect des lois mondaines, les seules qui doivent être obéies. Vivant en quelque sorte hors leur idéal social, rejeté pour ainsi dire en marge de cette existence dont ils honoraient comme une religion, la correction et la régularité perdues, ils s'imaginaient sans doute y rentrer en chassant les autres. Le comique de cela était vraiment intense et savoureux. De l'univers y firent 2 grands parts, d'un côté ce qui est régulier, de l'autre ce qui ne l'est pas. Ici les gens que l'on peut recevoir, là les gens que l'on ne peut pas recevoir. Et ces 2 grands parts devinrent bientôt des morceaux et des morceaux de menues tranches, lesquels se subdivisèrent à l'infini. Il y avait ceux chez qui l'on peut dîner et aussi chez qui l'on peut aller, seulement en soirée. Ceux chez qui l'on peut dîner et où l'on peut aller en soirée. Ceux que l'on peut recevoir à sa table et ceux à qui l'on ne permet encore dans de certaines circonstances parfaitement déterminées que l'entrée de son salon. Il y avait aussi ceux chez qui l'on peut dîner et qu'on ne doit pas recevoir chez soi, et ceux que l'on peut recevoir chez soi et chez qui l'on ne peut dîner. Ceux que l'on peut recevoir à déjeuner et jamais à dîner, et ceux chez qui l'on peut dîner à la campagne et jamais à Paris, etc. Tout cela appuyé d'exemples démonstratifs et péremptoires, illustrés de non connus. La nuance, disait le vicomte Laéré, sportsman, clubman, joueur et tricheur, tout est là. C'est par la stricte observance de la nuance qu'un homme est vraiment du monde ou qu'il n'en est pas. Jamais, je crois, je n'ai entendu des choses si tristes. En les écoutant, j'avais véritablement pitié de ces malheureux. Charigot ne mangeait point, ne buvait point, ne disait rien. Bien qu'il ne fût guère à la conversation, il en sentait tout de même comme un poids sur son crâne, la sottise énorme et sinistre. Impatient, fiévreux, très pâle, il surveillait le service, cherchait à surprendre sur le visage de ses invités des impressions favorables ou ironiques, et machinalement, avec des mouvements de plus en plus accélérés, il roulait malgré les avertissements de sa femme de grosses boulettes de mie de pain entre ses doigts. Aux questions qu'on lui adressait, il répondait d'une voix effarée, distraite et lointaine. Certainement, certainement, certainement. En face de lui, très raide dans sa robe verte, où rutilaient des perles d'acier vert, d'un éclat phosphorique, une aigrette de plumes rouges dans les cheveux, madame Charigot se penchait à droite, se penchait à gauche et souriait, sans jamais une parole, d'un sourire si éternellement immobile qui semblait peint sur ses lèvres. Quelle grue, se disait Charigot, quelle femme stupide et ridicule, et quelle toilette de chienne-lit.
À cause d'elle, demain, nous serons la risée de tout Paris. Et de son côté, Madame Charigot, sous l'immobilité de son sourire, songeait. Quel est Dieu, ce Victor? En a-t-il une mauvaise tenue? Et on nous arrangera demain avec ces boulettes. La discussion mondaine épuisée, on en vient, après une courte digression sur l'amour, à parler bibelot ancien. C'est là où triomphait toujours le jeune Lucien Sartoris, qui a un possédé d'admirable. Il avait la réputation d'être un collectionneur très habile, très heureux. Ses vitrines étaient célèbres. Mais où trouvez-vous toutes ces merveilles demanda Madame de Rambure. À Versailles, répondit Sartoris. Chez des poétiques douairières et de sentimentales chanoinesses. On n'imagine pas ce qu'il y a de trésors cachés chez ces vieilles dames. Madame de Rambure insista. Pour les décider à vous les vendre, que leur faites-vous donc? Cynique et jolie, cambrant son buste mince et répliqua avec le visible désir d'étonner. Je leur fais la cour et ensuite je me livre sur elles à des pratiques antinaturelles. On a récria sur l'audace du propos, mais comme on pardonnait tout à Sartoris, chacun prit le parti d'en rire. Qu'appelez-vous des pratiques antinaturelles? Interrogea sur un ton dont l'ironie s'aggravait d'une intention polissonne un peu lourde la baronne Gokstein qui se plaisait aux situations scabreuses. Mais sur un regard de Kimberly, Lucien Sartoris s'était tu. Ce fut Maurice Fernancourt qui, se penchant sur la baronne, dit gravement « Cela dépend de quel côté Sartoris place la nature. » Toutes les figures s'éclairèrent d'une gaieté nouvelle. Enhardie par ce succès, Madame Charigot, interpellant directement Sartoris, qui protestait avec des gestes charmants, s'écria d'une voix forte. « Alors, c'est vrai? Vous en êtes donc... Ces paroles firent l'effet d'une douche glacée. La comtesse Fergus agita vivement son éventail. Chacun se regarda avec des airs gênés, scandalisés, ou percés néanmoins d'irrésistible envie de rire. Les deux poings sur la table et les lèvres serrées, plus pâle avec une sueur au front, Charigot roulait avec fureur des boulettes de mie de pain et des yeux comiquement hagards. Je ne sais ce qui fut arrivé à Kimberly, profitant de ce moment difficile et de ce dangereux silence. Il avait raconté son dernier voyage à Londres. Oui, dit-il, j'ai passé à Londres 8 jours enivrants et j'ai assisté, mesdames, à une chose unique, un dîner rituel que le grand poète John Giotto Farfadetti offrait à quelques amis pour célébrer ses fiançailles avec sa femme, son cher Frédéric Ossien Pangletton. Que ce dut être exquis, minauda la comtesse Fergus. Vous n'imaginez pas, répondit Kimberly, dont le regard, les gestes et même leur idée qui fleurissait la boutonnière de son habit exprimèrent la plus ardente extase. Et continua. Figurez-vous, ma chère amie, dans une grande salle que décorent sur les murs bleus, à peine bleus, des pans blancs et des pans d'or. Figurez-vous une table de jade, un ovale inconcevable et délicieux. Sur la table, quelques coupes où s'harmonisent des bonbons jaunes et des bonbons mauves, et au milieu une vasque de cristal rose remplie de confiture canaque, et rien de plus. À tour de rôle, drapés en de longues robes blanches, nous passions lentement devant la table et nous prenions à la pointe de nos couteaux d'or un peu de ces confitures mystérieuses que nous portons ensuite à nos lèvres et rien de plus. Oh, je trouve cela émouvant, soupira la comtesse. Tellement émouvant. Vous n'imaginez pas, mais le plus émouvant, ce qui véritablement transforma cette émotion en un déchirement douloureux de nos âmes, ce fut lorsque Frédéric Ossien Pangletton chanta le poème des fiançailles de sa femme et de son ami. Je ne sais rien de plus tragiquement, de plus surhumainement beau. Oh, je vous en prie, supplia la comtesse Fergus. Redites-vous ce prodigieux poème, Kimberly. Le poème, hélas, je ne le puis. Je ne saurais que vous en donner l'essence. C'est cela, l'essence.
Malgré ses mœurs où elle n'avait rien à voir et rien à faire, Kimberly enthousiasmait follement des femmes car elle avait la spécialité des subtils récits de péché et des sensations extraordinaires. Tout à coup, un frémissement courut autour de la table, et les fleurs elles-mêmes et les bijoux sur les chairs et les cristaux sur la nappe prirent des attitudes en harmonie avec l'état des âmes. Charigot sentait sa raison fuir, et crut qu'il était tombé subitement dans une maison de fous. Pourtant, à force de volonté, il put encore sourire et dire « Mais certainement, certainement. » Les maîtres d'hôtel achevaient de passer quelque chose qui ressemblait à un jambon et d'où s'échappaient dans un flot de crème jaune des cerises pareilles à des larves rouges. Quant à la comtesse Fergus, à demi pâmée, elle était déjà partie pour les régions extraterrestres. Kimberly commença. Frédéric Ossian Pangleton et son ami John Giotto Farfadetti achevaient dans l'atelier commun la tâche quotidienne. L'un était le grand peintre, l'autre le grand poète, le premier court et replé, le second maigre et long. Tous les deux également vêtus de robes de bure, également coiffés de bonnets florentins, tous les deux également neurasthéniques, car ils avaient dans des corps différents des âmes pareilles et des esprits liéalement jumeaux. John Giotto Farfadetti chantait en ces vers les merveilleux symboles que son ami Frédéric Ossian Pangleton peignait sur ses toiles, et si bien que la gloire du poète était inséparable de celle du peintre et qu'on avait fini par confondre leurs deux œuvres et leurs deux immortels génies dans une même adoration. Kimberly prit un temps. Le silence était religieux, quelque chose de sacré planait au-dessus de la table et poursuivit. Le jour baissait, un crépuscule très doux enveloppait l'atelier d'une pâleur d'ombre fluide et lunaire. À peine si l'on distinguait encore sur les murs mauves les longues, les souples, les ondulantes algues d'or qui semblaient remuer sous la vibration d'on ne savait quelle eau magique et profonde. John Giotto Farfadetti referma l'espèce d'antiphonnaire sur le vélin duquel, avec un roseau de Perse, il burinait plutôt ses éternels poèmes. Frédéric Ossian Pangleton retourna contre une draperie son cheval en forme de lyre, posa sur un meuble fragile à palette en forme de harpe, et tous les deux, face l'un de l'autre, ils s'étendirent, avec deux poses augustes et fatiguées sur une triple rangée de coussins couleur de fucus au fond de la mer. Fit madame Tiercelet dans une petite toux avertisseuse. Non, pas du tout, rassura Kimberly, ce n'est pas ce que vous pensez. Et il continua. Au centre de l'atelier, d'un bassin de marbre où baignaient des pétales de rose, un parfum violent montait. Et sur une petite table, des narcisses à très longues tiges mouraient comme les âmes, dans un vase étroit dont le col s'ouvrait à un calice de lys étrangement vert et pervers. Inoubliable, frissonna la comtesse d'une voix si basse qu'on l'entendit à peine. Et Kimberly, sans s'arrêter, narrait toujours. Au dehors, la rue se faisait plus silencieuse parce que déserte. De la Tamise venait assourdie par la distance, les voix éperdues des sirènes, les voix haletantes des chaudières marines. C'était l'heure où les deux amis, en proie au songe, se taisaient ineffablement. « Oh, je les vois si bien, » admira madame Tiercelet. « Et c'est ineffablement comme il est évocateur, » applaudit la comtesse Fergus, ou tellement pur. Kimberly profita de ces interruptions flatteuses pour avaler une gorgée de champagne, puis, sentant autour de lui plus attention passionnée, il répéta. Se taisait ineffablement. Mais ce soir-là, John Giotto Farfadetti murmura. J'ai dans le cœur une fleur empoisonnée. À quoi Frédéric Ossian Pangleton répondit. Ce soir, un oiseau triste a chanté dans mon cœur. L'atelier parut s'émouvoir de cet insolite colloque. Sur le mur mauve qui de plus en plus se décolorait, les algues d'or s'éployèrent, on eût dit se rétrécir, s'employèrent, se rétrécir encore selon des rythmes nouveaux d'une ondulation inhabituelle, car il est certain que l'âme des hommes communique à l'âme des choses, ses troubles, ses passions, ses ferveurs, ses péchés, sa vie.
Comme c'est vrai. Ce cri sorti de plusieurs bouches n'empêcha point Kimberly de poursuivre un récit qui désormais allait se dérouler dans l'émotion silencieuse des auditeurs. Sa voix devint seulement plus mystérieuse. Cette minute de silence fut poignante et tragique. Oh mon ami, supplia John Giotto Farfadetti, toi qui m'as tout donné, toi de qui l'âme est si merveilleusement jumelle de la mienne. Il faut que tu me donnes quelque chose de toi que je n'ai pas eu et dont je meurs de ne l'avoir point. Est-ce donc ma vie que tu demandes interrogea le peintre. Elle est à toi, tu peux la prendre. Non, ce n'est pas ta vie, c'est plus que ta vie, ta femme. Botticellina, cria le poète. Oui, Botticellina, Botticellina, la chair de ta chair, l'âme de ton âme, le rêve de ton rêve, le sommeil magique de tes douleurs. Botticellina, hélas, hélas, cela devait arriver. Tu t'es noyé en elle, elle s'est noyée en toi, comme dans un lac s'enfonçant sous la lune. Hélas, hélas, cela devait arriver. De larmes phosphorescentes dans la pénombre coulèrent des yeux du peintre. Le poète répondit. Écoute-moi, ô mon ami, j'aime Botticellina, et Botticellina m'aime, et nous mourrons tous les deux de nous aimer et de ne pas oser nous le dire, et de ne pas oser nous joindre. Nous sommes, elle et moi, deux tronçons anciennement séparés d'un même être vivant que depuis 2000 ans, peut-être se cherche, s'appelle et se retrouve enfin aujourd'hui. Ô mon cher Pangloton, la vie inconnue a des fatalités étranges, terribles et délicieuses. Fut-il jamais un plus splendide poème que celui que nous vivons ce soir? Mais le peintre répétait toujours d'une voix de plus en plus douloureuse ce cri. Botticellina, Botticellina. Il se leva de la triple rangée de coussins sur laquelle il était étendu et marcha dans l'atelier fiévreusement. Après quelques minutes d'anxieuse agitation, il dit « Botticellina était mienne. Faudrait-il donc qu'elle soit désormais tienne ?» « Elle sera nôtre, répliqua le poète impérieusement, car Dieu t'a élu pour être le point de suture de cette âme étrançonnée qui est elle et qui est moi. Sinon, Botticellina possède la perle magique qui dissipe les songes, moi, le poignard qui délivre des chaînes corporelles. Si tu refuses, nous nous aimerons dans la mort. Et il ajouta d'un ton profond qui résonna dans l'atelier comme une voix de l'abîme. Ce serait plus beau encore peut-être. Non, s'écria le peintre, vous vivez. Botticellina sera tienne, comme elle fut mienne. Je me déchirai la chair par lambeaux, je m'arrachai le cœur de la poitrine, je briserai contre les murs mon crâne. Mais mon ami sera heureux, je puis souffrir. La souffrance est une volupté aussi, et la plus puissante, et la plus amère, la plus farouche de toutes les voluptés, s'extasia John Giotto Farfadetti. J'envie ton sort, va. Quant à moi, je crois bien que je mourrai ou de la joie de mon amour ou de la douleur de mon ami. L'heure est venue. Adieu. Il se dressa tel un archange. À ce moment, la draperie s'agita, s'ouvrit et se referma sur une illuminante apparition. C'était Botticellina, drapée dans une robe flottante couleur de lune. Ses cheveux épars brillaient tout autour d'elle comme des gerbes de feu. Elle tenait à la main une clé d'or et l'extase était sur ses lèvres et le ciel de la nuit dans ses yeux. John Giotto se précipita et disparut derrière la draperie. Alors Frédéric Ossian Pangloton se recoucha sur la triple rangée des coussins couleur de fucus au fond de la mer, et tandis qu'il s'enfonçait les ongles dans la chair, que le sang ruisselait de lui comme d'une fontaine, les algues d'or frémirent doucement, à peine visibles sur le mur qui peu à peu s'enduisait de ténèbres. Et la palette en forme de harpe et le chevalet en forme de lyre résonnèrent longtemps un chant nuptieux. Kimberly se tut quelques instants, puis, durant que l'émotion autour de la table étranglait les gorges et serrait les cœurs. Voici pourquoi, acheva-t-il, j'ai trempé la pointe de mon couteau d'or dans les confitures que préparèrent les vierges Canaques. À l'honneur de fiançailles telles que notre siècle, ignorant de la beauté, n'en connut jamais de si magnifique. Le dîner était terminé, mais tout plein de frémissements. Au salon, Kimberly fut très entourée, très félicitée
Tous les regards des femmes convergeaient, rayonnaient vers sa face peinte, et lui faisaient comme un halo d'extase. Ah, je voudrais tellement avoir mon portrait par Frédéric Ossian Pingleton, s'écria fervemment Madame de Rambourg. Je donnerais tout pour un tel honneur. Hélas, madame, répondit Kimberly, depuis cet événement douloureux et sublime que j'ai conté, il est arrivé que Frédéric Ossian Pingleton ne veut plus aussi charmant qu'il soit peindre des visages humains. Il ne peint que des âmes. Comme il a raison. J'aimerais tellement être peinte en âme. De quel sexe demanda sur un ton légèrement sarcastique Maurice Fernancourt, visiblement jaloux du succès de Kimberly. Celui-ci dit simplement « Les âmes n'ont pas de sexe, mon cher Maurice. Elles ont du poil, aux pattes. » chuchota Victor Charigot très bas de façon à n'être entendu que du romancier psychologue à qui il offrait en ce moment un cigare. À l'entraînant dans le fumoir, « Ah, mon vieux, souffla-t-il, je voudrais pouvoir crier des ordures, à plein poumon, devant tous ces gens-là. J'en ai assez de leurs âmes, de leurs amours verts et pervers, de leurs confitures magiques, oui, dire des grossièretés, se barbouiller de bonnes boues bien fétides et bien noires pendant un quart d'heure, comme ce serait exquis et reposant, et comme cela me soulagerait de tous ces lys nauséaux qui m'ont mis dans le cœur. Et toi ? Mais la secousse avait été trop forte et l'impression restait du récit de Kimberly. On ne pouvait plus s'intéresser aux choses vulgaires, terrestres, aux discussions mondaines, esthétiques, passionnelles. Le vicomte l'aérait, lui-même clubman, sportman, joueur et tricheur, sentait qu'il lui poussait partout des ailes. Chacun avait besoin de recueillement, de solitude, de prolonger le rêve ou de le réaliser. En dépit des efforts de Kimberly, qui allait de l'une à l'autre, demandait « Avez-vous bu du lait de martre, Zibline ?»« Ah, buvez du lait de martre, Zibline, c'est tellement ravissant. » La conversation ne peut être reprise. Si bien que l'un après l'autre, les invités s'esquivèrent. À 11 heures, tout le monde était parti. Quand ils se retrouvèrent en face l'un de l'autre, seuls monsieur et madame se regardèrent longtemps, fixement, hostilement, avant d'échanger leurs impressions. Pour un joli ratage, tu sais, c'est un joli ratage, exprima monsieur. C'est ta faute, reprocha aigrement madame. Ah, elle est bonne celle-là. Oui, de ta faute. Tu ne t'es occupé de rien. Tu n'as fait que rouler de sales boulettes du pain entre tes gros doigts. On ne pouvait pas te tirer une parole. Ce que tu étais ridicule, c'est honteux. Eh bien, je te conseille de parler, riposta monsieur. Et ta toilette verte, et tes sourires et tes gaffes avec Sartoris, c'est moi peut-être ? Moi aussi, sans doute, qui raconte la douleur de Pangleton, moi qui mange des confitures canaques, moi qui peins des âmes, moi qui suis pédéraste et Lilial. Tu n'es même pas capable de l'être, cria madame au comble de l'exaspération. Ils s'injurièrent longtemps. Et madame, après avoir rangé l'argenterie et les bouteilles entamées dans le buffet, prit le parti de se retirer en sa chambre où elle s'enferma. Monsieur continua de rôder à travers l'hôtel dans un état d'agitation extrême. Tout d'un coup, m'ayant aperçu dans la salle à manger où je remettais un peu d'ordre, il vint à moi et me prenant par la taille. « Célestine, me dit-il, veux-tu être bien gentille avec moi? Veux-tu me faire un grand, grand plaisir? » « Oui, monsieur. » « Eh bien, mon enfant, crie-moi en pleine figure 10 fois, 20 fois, 100 fois, merde. »« Ah, monsieur, quelle drôle d'idée, je n'oserais jamais. »« Ose, Célestine, ose, je t'en supplie. » Et quand j'eus fait au milieu de nos rires ce qui me demandait, « Ah, Célestine, tu ne sais pas le bien, tu ne sais pas la joie immense que tu me procures. Et puis, voir une femme qui ne soit pas une âme, toucher une femme qui ne soit pas en lice, embrasse-moi. » Si je m'attendais à celle-là, par exemple, mais le lendemain, lorsqu'ils lurent dans le Figaro un article où l'on célébrait pompeusement leur dîner, leur élégance, leur goût, leur esprit, leurs relations, ils oublièrent tout et ne parlèrent plus que de leur grand succès. Et leur âme appareilla vers de plus illustres conquêtes et de plus somptueux snobisme. Quelle femme charmante que la comtesse Fergus!
dit madame au déjeuner en finissant les restes. Et quelle âme, appuya monsieur. Et Kimberly, crois-tu? En voilà un causeur épatant et si exquis de manière. On a tort de le blaguer. Après tout, son vice ne regarde personne. Nous n'avons rien à y voir. Bien sûr. Indulgente, elle ajouta. Ah, s'il fallait éplucher tout le monde. Et toute la journée dans la lingerie, je me suis amusée à évoquer leur histoire drôle de cette maison. Et la fureur de réclame qui, depuis ce jour-là, prit madame jusqu'à se prostituer à tous les sales journalistes qui lui promettaient un article sur les livres de son mari ou un mot sur ses toilettes et sur son salon. Et la complaisance de monsieur qui n'ignorait rien de ses turpitudes et laissait faire. Avec un cynisme admirable, il disait « C'est toujours moins cher qu'au bureau ». Monsieur, de son côté, était tombé au plus bas degré de l'inconscience et de la vileté. Il appelait cela de la politique de salon et de la diplomatie mondaine. Je vais écrire à Paris pour qu'on m'envoie le nouveau volume de mon ancien maître. Mais ce qui doit être mouche dans le fond. Voilà, c'est terminé pour ce chapitre. Bon, il était un peu bizarre quand même, hein, mais voilà. On continue la prochaine fois avec le chapitre 11 et ce sera le 10 novembre. Merci de votre attention, à très bientôt, ciao.